Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Tout est marque dit entreprise avec des ambitions notamment au sein des startups, les fameuses jeunes pousses. Toutefois, la question du développement des marques qui nourrissent de grandes ambitions passe souvent par une stratégie de moyens financiers pour grandir plus vite sur des marchés âprement discutés ou plus simplement avec la volonté d'augmenter sur les marchés une logique d'investissement. Je suis ravi d'accueillir au micro aujourd'hui le président de Paris Business Angel, Olivier Barou. Bonjour Olivier. Bonjour François-Xavier, merci encore pour ton invitation. Avec grand plaisir. Olivier, aujourd'hui on va bien entendu parler investissement, on va parler marque aussi. En préparant l'émission, j'ai noté que Paris Business Angel s'est imposé comme le premier réseau billet, donc de Business Angel dans le jargon, leader en France, accompagnant à la fois des entrepreneurs ambitieux et puis aussi des entrepreneurs qui veulent tout simplement faire grandir leur entreprise. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire la mission de Paris Business Angel ? Alors en fait, Paris Business Angel et les Business Angels en général en fait visent principalement trois objectifs. Le premier, c'est de financer des startups à fort potentiel pour soutenir leur croissance. Alors chez PBA, en fait, les startups visées sont des startups qui sont en phase d'amorçage, seed en bon français, bien sûr, qui sont issues de tous les secteurs d'activité. Il faut simplement que l'innovation soit au cœur du projet de l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit basée en France. 50% de nos projets sont en Île-de-France, mais 50% de nos projets sont ailleurs sur le territoire national. Et enfin, il faut que la startup soit plutôt en mode B2B plutôt que B2C. Voilà. Startup uniquement parisienne ? Non, justement. 50% en Île-de-France, 50% hors Île-de-France. J'insiste sur ça parce que le nom est parfois contre-intuitif. Il faut. Donc, je commence en général toutes mes interventions par cette clarification. Donc, d'abord, financer les startups. Deuxièmement, accompagner les porteurs de projets. J'aime bien dire qu'un BA, en fait, c'est investir, mais c'est aussi et surtout s'investir. Donc, apporter de l'expérience, de l'expertise, ses réseaux, ses contacts, pour structurer la stratégie, accélérer le développement et aider à préparer les prochaines levées avec les porteurs de projets. Qui sont les business angels aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un portrait type du business angel? Alors les business angels, je vais parler déjà de ceux de PBA, ceux que je connais le mieux évidemment. Et là, ça me permet de parler quelque part de la troisième mission de PBA, c'est également donc fédérer et animer un réseau d'investisseurs. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de s'appuyer sur une intelligence collective, celle de nos 200 membres bénévoles, sur notre équipe de 4 permanents, donc avec Valentin, notre DG, Yito, notre responsable commercial, Paul, notre chargé d'investissement. Oui. Et Léonie, notre analyste. L'objectif, clairement, c'est d'avancer sur l'optimisation de nos process, sur la mutualisation de nos expertises, autour du sourcing, autour de la sélection des dossiers, autour de l'accompagnement et des investissements. On a développé au sein de PBA ce qu'on appelle des DEX, des domaines d'expertise, par exemple, autour de l'accompagnement, autour de l'IA, autour du go-to-market, autour des sorties, etc. Donc pas forcément sectoriel. Pas du tout sectoriel. Ouais. En fait, important de le souligner. Ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que nous, en tant que réseau généraliste, finalement, parfois on pense que généraliste, c'est du coup expert en rien. Oui. Moi, j'aime bien dire qu'on est spécialiste en tout, puisque le réseau, lui, est généraliste, mais individuellement, chacun de mes membres est issu d'un secteur, alors de l'industrie, de la santé, de la tech, etc. Donc, on est capable, en fait, d'accompagner tous les types de dossiers. Et par rapport au profil des membres, il faut vraiment préciser que on cherche à avoir des membres qui ont évidemment des moyens financiers. L'idée, c'est d'accompagner financièrement les startups, mais comme je disais, apporter une expertise. Oui. Donc en général, on a des membres qui vont avoir plus d'une vingtaine. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout, loin de là. Donc en fait, les membres vont apporter leur expérience. Il faut savoir qu'un tiers environ de nos membres sont des entrepreneurs en activité ou alors qui ont vendu leur société. 2 tiers qui sont des exécutives de grands groupes, tels que moi par exemple. Ils viennent, comme je disais, de tous les secteurs d'activité. Et on est capable d'accompagner tous les dossiers. Il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est une des pépites dans lesquelles PBA investit, qui s'appelle Biomemory. Oui.
qui est vraiment une très 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 belle société, qui est dans le stockage de données à partir de l'ADN synthétique. Donc on est sur quelque chose d'ultra précis, d'ultra disruptif, etc. Très beau nom, Marc, donc. Et il se trouve que l'un de nos membres, qui est le référent du dossier, donc qui accompagne au nom de tous les actionnaires le dossier, a passé plus de 20 ans chez Atos. Donc, il connaît par cœur le marché des data centers, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on est capable d'accompagner tous les dossiers, voilà, quel que soit le niveau de l'innovation. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a compris le profil globalement, on a compris qu'il fallait aussi de l'expertise parce que les moyens financiers ne faisaient pas tout. Toujours dans cette logique d'entrer très directement sur les sujets. Moi, d'après ce que j'ai vu, en termes de promesses, du dossier au closing, c'est un processus de 3 mois. C'est la réalité ou pas ? Ouais, et j'en suis très fier. Parce que 3 mois, c'est court. En fait, on a travaillé en 2021-2022 en fait, sur la revue de tous nos process. Oui. L'idée, c'était à la fois d'améliorer les process, mais de les accélérer. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Une startup ne peut pas attendre 1 an ou 8 mois pour obtenir les fonds recherchés. Donc, on a revu tous les process, comme je le disais. Donc, le process classique pour une startup, c'est quoi ? C'est de nous contacter pour sa levée, d'accord ? Comité de sélection constitué de BA vont revoir les dossiers. Donc, on reçoit 1500 dossiers par an. Une fois que la sélection a été opérée, on va présenter au réseau, en session de pitch, 60 dossiers par an environ. Donc, on a 2 sessions par mois. Ça veut dire, globalement, je fais la traduction, hein, ça veut dire plus d'une centaine de dossiers par mois et donc 6 dossiers par mois acceptés. Alors en fait, on reçoit 1500 ou 5 dossiers. On va dire 150 dossiers environ reçus par mois. Alors évidemment, on en reçoit moins au mois d'août qu'au mois de février. Mais globalement, c'est 5% des dossiers que oui, exactement. Environ 5% des dossiers qui sont présentés en pitch. Donc 10 minutes de présentation, 10 minutes de Q&A. On va vérifier l'appétence de nos membres pour le dossier, pour éviter de faire perdre du temps à des dossiers qui n'intéressent pas nos membres. Bien sûr. À partir de là, si on continue la route, on va opérer une due diligence sur le dossier. Qui peut s'arrêter après la première réunion, puisque là, l'idée, c'est de gratter et de soulever le capot quelque part. Bien sûr. Si on va au bout, ça va prendre environ 1 mois, 1 mois et demi, donc 6-7 réunions. Et si le dossier, en fait, se confirme comme étant une pépite, va être présenté dans ce qu'on appelle un bilan d'opportunité, qui lui va durer 45 minutes, et sur lequel, en fait, on fera la collecte des intentions d'investissement engageantes de la part de nos membres. Bien sûr. Présentation des conditions du pacte à nos membres. Et à partir de là, constitution d'un holding d'investissement. Il faut savoir que quasiment maintenant, tous les dossiers financés par PBA se font via holding. C'est devenu une market practice et c'est un critère recherché par les VC sur la phase suivante, série A ou au-delà, moment à partir duquel nous, on a plutôt vocation à sortir. Oui. Et surtout nomination d'un référent, donc la personne de chez PBA qui va suivre le dossier intuitu personae. Voilà. D'accord. Donc 3 mois, si j'ai bien compté, 6 étapes. Exactement. C'est à peu près le sujet, comme diraient certains, c'est carré. Alors c'est plus rapide que le reste de l'écosystème, puisque en général, chez les BA, ça va tourner quelque part aux alentours de 4 à 6 mois. Oui, c'est ça. Donc 3 mois, en fait, on est effectivement plus rapide que la plupart des réseaux. Plus rapide. Pour explication auprès de l'audience, notamment qui nous écoute, on n'a pas toujours affaire à des professionnels ou à des grands avertis, et c'est la logique aussi de cette émission que de faire découvrir. Quelle est la différence notable ou les différences notables qu'on retrouve entre donc, des billets, donc des business angels, comme toi, comme tes partenaires, et ce qu'on appelle les VC, les fameuses venture capital, qui sont en général plutôt de grosses structures. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 points de différence ? Alors c'est une excellente question, parce que c'est vrai que souvent c'est peu clair pour les non-avertis, comme tu le disais. Alors, trois principales différences. La première, en fait, c'est l'origine des fonds. Le BA va investir son argent personnel, alors que le VC va investir l'argent d'un fonds, donc de ce qu'on appelle les LPs, les Limited Partners, donc des investisseurs qui placent leur argent dans le fonds et investissent par le VC. Voilà. Deuxième sujet, c'est la question du stade d'intervention. Nous, on a plutôt vocation à investir dans des startups qui sont en phase d'amorçage et avec des tickets moyens côté PBA d'environ 350 à 400 000 euros. Quand même. Alors que le VC, lui, va intervenir plutôt à partir de la série A, ouais. Série A, série B, etc. et avec des tickets potentiellement de plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions. Et le troisième sujet, c'est que c'est plutôt dans le mode d'accompagnement. Le BA va avoir sans doute une relation plus directe, plus opérationnelle, plus personnelle avec les porteurs de projets, alors que les VC
Il va peut-être siéger au board aussi. Alors nous, on siège toujours au board, évidemment. Voilà. On cherche à s'investir, comme je le disais. Donc, pour peser dans les décisions, accompagner le porteur de projet, c'est important d'être partie prenante à ce qu'on appelle le board ou le comité stratégique. Mais pour finir sur les VC, eux vont avoir une approche sans doute plus financière des choses. Voilà. Ce qui est important à noter, c'est que voilà, on est différents, on intervient à des stades différents, etc. Mais on est donc très complémentaires dans la roadmap du projet. Voilà. Vous avez très souvent, quand je dis vous, c'est face à vous, les investisseurs billets, beaucoup de jeunes marques. On parlait de Jeunes Push, je parlais de Jeunes Pousse notamment dans le cadre de l'introduction. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les critères déterminants pour qu'une start-up retienne l'attention des business angels. Alors, on a différents... c'est quoi ? C'est le BP solide ? Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai un background financier, mais paradoxalement, ce n'est pas le BP qui va retenir notre attention. On a différents critères. Le premier, sans doute le plus important, c'est l'équipe. L'équipe, donc est-ce que l'équipe est complémentaire ? Tu peux tomber sur un projet Deep Tech, par exemple, avec 4 ou 5 ingénieurs fondateurs, des gens brillants, etc., mais qui, malheureusement, vont avoir tous le même profil, on fait tous la même filière, etc., et à partir de là, il pourrait être 15 ou 20, ça ne changerait rien. Donc, on va chercher une complémentarité, donc business développeur, ingénieur, etc. Je comprends. Deuxième sujet sur l'équipe, c'est aussi comprendre, en fait, la logique entre l'équipe et le projet. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée de leur part sur le projet, etc. Deuxième sujet, c'est le business model. Évidemment, on va chercher en fait des projets qui vont avoir une croissance robuste et récurrente, qui vont avoir de la scalabilité, par exemple. Oui. Troisième sujet, c'est la preuve de marché. On n'investit pas dans Air Liquide, on investit dans des startups qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que le projet, même s'il paraît intéressant, innovant, etc., a de quoi en fait progresser, se développer. Donc à partir de là, alors oui, parfois il y a du chiffre d'affaires, donc ça c'est très très bien. L'aspect international aussi ? Alors pas nécessairement, parce qu'en fait une start-up qui justement voudrait se développer dès le démarrage sur l'international, ce serait sans doute en fait un critère négatif sur le dossier. L'ambition c'est bien, c'est intéressant. L'ambition c'est bien, mais le mieux est souvent l'ennemi du bien, comme tu le sais. Oui, dans la preuve de marché, ça va être plutôt la question des donc soit chiffre d'affaires, soit s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a au moins des lettres d'intention, donc des partenaires ou des prospects qui se positionnent en disant si le projet franchit tel milestone, je suis prêt à rentrer dans le projet en tant que client. Mais ça peut être également le soutien en fait de KOL, par exemple, d'experts du marché, experts du secteur, qui vont venir valider la solution en fait des porteurs de projets. Autre sujet, c'est la barrière à l'entrée. Idéalement, donc la marque, c'est un sujet, c'est important une fois encore, et oui, on en parlera avec toi, on en parlera tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la question en fait de la propriété intellectuelle, donc notamment des brevets. C'est le cas notamment dans les sociétés qui sont dans le domaine de la santé, les sociétés qui sont dans la deep tech, etc. C'est pas toujours le cas, loin de là, dans des sociétés qui sont davantage dans l'IA, les algos, etc. Donc là, en fait, ce qui va faire la force du dossier en termes de barrière à l'entrée, ça va être le fait que la société a une approche disruptive des choses et que dans sa roadmap, il est prévu qu'elle conserve cette avance. Il faut je te coupe un instant, Olivier. Il faut être disruptif pour être bon. Il faut être disruptif puisqu'en fait, il faut apporter une solution innovante. Si c'est pour faire la 30e fois de quelque chose qui est fait par la concurrence depuis des années, aucun intérêt en fait à avancer. Et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Dans les dossiers que nous on recherche, il faut systématiquement que l'innovation soit au cœur du projet. Alors innovation, j'aime bien préciser que l'innovation peut être une évolution. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Pas une révolution. L'innovation, c'est pas nécessairement en fait déjà de la tech. Oui. Souvent les gens associent innovation et tech, pas nécessairement. Tu peux être innovant par rapport à un business model, par exemple, par rapport à une approche, tout à fait. Bien sûr. Disruptif quelque part, plus que une simple évolution, ça te permet en fait d'avoir un potentiel de retour sur investissement supérieur. Et on reparlera un petit peu de la question du risque à investir dans l'early stage. Bien sûr. Donc on a plutôt vocation effectivement à chercher des solutions disruptives. L'art du pitch fait-il véritablement basculer ou pas un financement ? Ou en d'autres termes, est-ce qu'un beau parleur va-t-il avoir plus de chances qu'un orateur moyen ?
Pour commencer, effectivement, savoir communiquer, savoir s'exprimer, c'est évidemment une qualité. C'est une qualité que nous on recherche, puisque le pitch qui est fait au BA, en fait, si le porteur de projet est bon pour nous, il sera bon pour ses clients, oui. pour des investisseurs futurs, VC, private equity, etc. Donc ça, c'est une vraie qualité. En revanche, pour répondre à ta question, est-ce qu'un beau parleur suffit ? Non, pas forcément, et voire pas nécessairement du tout, puisque... faut pas être le commercial de l'année pour aller vendre son projet. Quoi. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire. On n'investit pas uniquement sur la base du pitch. Ouais. On investit sur la base d'un pitch pour commencer, lancer une instruction. L'instruction va durer un mois et demi, comme je te le disais tout à l'heure. Sur les 1500 dossiers, 60 seulement vont passer en pitch, 10 seulement vont être investis. Donc, beaucoup d'interactions avec les porteurs de projets. Et donc, à partir de là, il est relativement facile de gratter le sujet et de voir en fait si la personne maîtrise ou pas son sujet. Bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner justement à un entrepreneur qui s'apprête à pitcher pour la première fois devant des investisseurs ? Alors, je vais même donner 2 conseils. Allez, 2. Allez. Soyons dingues. Non, le premier conseil sur la présentation en tant que telle, nous, ce qu'on recherche, c'est 3 qualités dans la présentation. Premièrement, il faut que la présentation soit compréhensible. Une présentation que tu n'as pas compris au bout de 10 minutes, ça pose question. L'art de la synthèse. Deuxième sujet, c'est la crédibilité du projet. Parce que le projet peut être compréhensible, mais peu crédible. Par rapport à ton point de tout à l'heure, si tu nous expliques que d'ici à 3 mois, tu es leader européen, non, c'est pas crédible. Bon. Troisième sujet, c'est la question de l'attractivité. C'est de se dire, le projet, OK, il est compréhensible, il est crédible, mais est-ce que s'il marche, il nous permettra en fait d'avoir un retour sur investissement pour le BA. Il y a malheureusement beaucoup d'échecs dans les dossiers de start-up pour plusieurs raisons, etc. Donc il faut que individuellement, quand on investit sur un dossier donné, il faut que ce dossier donné ait un retour potentiel assez important. Mon deuxième conseil, c'est pour le porteur de projet en fait de démystifier un petit peu la question du pitch. C'est important de faire une bonne impression, etc., d'être choisi quelque part par les BA, mais il faut que la personne arrive aussi de façon décontractée, parce qu'à l'inverse, il faut aussi que les BA, en fait, séduisent le porteur de projet. Ça va vraiment dans les 2 sens. Oui, parce qu'on a des parties prenantes qui sont amenées potentiellement à travailler ensemble. C'est une vraie aventure humaine. Donc, il y a la question du fit, etc., mais j'insiste sur ce point. C'est une date, en fait. C'est une phase de séduction, exactement. Il y a quand même avant le mariage. Il y a quand même, avant de consommer, en fait, il faut effectivement déjà se dire que globalement on est compatible. Exactement. C'est ça. Et justement, en termes de BP, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'importance de la roadmap qui, selon toi, comme on le disait aussi avant l'émission, est aujourd'hui l'un des points majeurs qu'il faut absolument, je dirais, maîtriser ? C'est effectivement un sujet essentiel, puisque plus que le BP, parce que le BP, quelque part, ça va être la traduction, quelque part, de la roadmap. Et la roadmap, c'est la vision des porteurs de projet. Donc, c'est important de s'assurer qu'elle est claire, crédible et ambitieuse. C'est une roadmap, en général, sur 3 ans, à peu près ? Alors, en général, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans, mais ça peut être 3 ans. Voilà, on va dire entre 3 et 5 ans, mais on préfère 5 ans. Ça t'amène à réfléchir à un peu plus long terme. En général, il y a 5 critères qu'on va regarder sur la roadmap, et c'est pour ça que le point est important, puisqu'en fait, elle n'est pas toujours complète dans les dossiers qu'on nous voit présenter. Le premier élément, c'est la roadmap autour de la technologie et du produit, donc le développement de la solution, quelque part. Ça, c'est hyper important. Et comme ça nous permet de comprendre le niveau de maturité et ce qu'il nous reste à faire avant d'aller sur du live. Donc là, on est sur une vision longue. Voilà, exactement. Alors, sauf à ce que la startup soit assez mature dans sa proposition et prête quelque part pour avancer sur le marché. Le deuxième sujet, c'est la roadmap réglementaire. Tout à l'heure, on parlait des deep tech, des medtech, etc. La question de la réglementation, qu'est-ce qui me reste à obtenir comme autorisation avant de lancer ma solution? Troisième sujet, c'est la question RH. Donc là, chers amis, il faut être très très fort sur le pestel. Exactement. La question RH, tout à l'heure, on parlait de la force de l'équipe. Aujourd'hui, on a 2, 3, 4 cofondateurs. Dans 5 ans, on a une équipe de 30 ou 40 personnes. Comment on va monter en charge? Quels sont les premiers profils qu'on va rechercher? Qui on cherche, etc. Quatrièmement, la question du go-to-market et du commercial. Voilà, aujourd'hui, on a peut-être 0 en chiffre d'affaires. Dans 5 ans, on veut être à 5, 10, 15 millions, etc. Comment on va monter en charge? Avec qui et comment?
Et le dernier point, c'est la roadmap financière. Donc, quelle est en fait ma vision sur les levées futures? Parce que là, le porteur de projet vient nous présenter sa levée actuelle. Quand est-ce qu'on a la série A? Quand est-ce qu'on a la série B? Parfois, on a des pré-séries A, etc. Oui. Voilà, comprendre un petit peu la mécanique du projet. C'est l'un des points importants. Et puis, je pense qu'il y avait un deuxième message que tu voulais faire passer. Oui, tout à l'heure, par rapport aux critères, c'est vrai que la discussion est dynamique, j'adore ça, etc. Non, je voulais, sur les critères de go, no go, on a parlé équipe, business model, preuve de marché, barrière à l'entrée. Il y avait 3 autres points dont je voulais parler qui sont vraiment essentiels pour nous. C'est la question de la concurrence. C'est vrai que de voir un dossier, par exemple, qui n'aurait pas de concurrent, ça peut poser question. Soit ça peut nous laisser imaginer que les porteurs de projets ne connaissent pas leur marché et donc leur concurrence potentielle. Ou alors, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ou alors, c'est qu'il y aura un marché, mais dans 5 ans, 10 ans, et d'ici là, malheureusement, la start-up, sans financement, risque de mourir. À l'inverse, si tu as 300 concurrents, en fait, quelle est vraiment la valeur ajoutée de la société, etc. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour elle pour avancer dans son projet? Et je vais poser une question un peu universitaire, parce que je suis un peu déformé là-dessus. Ça veut dire que ton océan bleu, pour celles et ceux qui connaissent le sujet, globalement, c'est aussi un aspect de méfiance côté business angel. Méfiance, on va dire que on n'est pas dans la méfiance au sens négatif du terme. Mais la méfiance n'est pas négative. Elle peut l'être d'un point de vue humain ou mal perçue. C'est pour ça que je tiens à préciser le point. Mais on est là pour trouver des signaux faibles qui peuvent nous conduire à penser que le dossier est à risque. Une fois encore, sur les dossiers, il y a beaucoup de cases quelque part sur leur listage, y compris sur des dossiers qui nous semblaient parfaits à l'origine. Donc, a fortiori, des dossiers qui nous laissent supposer qu'il y a un risque en amont, on a vocation à effectivement de ne pas y aller. Mais ça, c'est donc la question de la concurrence. L'autre sujet important, c'est la question de la levée en elle-même et de la valorisation. Est-ce que les propositions sont sérieuses et structurées? Ça, c'est hyper important, mais ça, on en reparle à un autre moment. Et le dernier point, c'est la question en fait, des opportunités de sortie pour les BA. Comme on le disait, en fait, les BA ne sont pas là en fait, pour 25 ans. Et donc, c'est important de savoir que le porteur de projet pense au BA pendant cette phase de séduction, quelque part, qui est la phase de pitch, pour, bien que ce ne soit pas engageant du tout, mais de montrer en fait qu'il a pensé à l'horizon de temps pour nous voir sortir et avec quel acquéreur. Voilà. Allez, j'ai une question super bonus, malgré tout. Est-ce que vous faites la différence entre un super entrepreneur et une super idée? Alors, pour moi, un super entrepreneur, ça passe souvent par quelqu'un qui a une super idée. D'accord? Donc, tu peux avoir une bonne idée quelque part, mais sans forcément les capacités d'exécution derrière. Parce qu'en fait, un bon entrepreneur, c'est quoi? C'est avoir une très bonne idée. C'est 2, avoir une vision, c'est savoir où tu vas en fait. On parlait des 5 ans pour le BP, etc. Où est-ce que tu te vois dans les 5 ans, etc. Et onboarder l'équipe, ça c'est hyper important. Et troisièmement, un critère essentiel, c'est la capacité d'exécution. Puisqu'en fait, un entrepreneur avec des moyens limités doit aller vite et fort dans son projet, etc. Donc ça, c'est important. Et je rajouterais sans doute en fait une quatrième qualité pour un entrepreneur, c'est la résilience. Une fois encore, beaucoup de dossiers en fait vont rencontrer des difficultés et ne pas dépasser les 5 ans. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que quasiment tous les bons dossiers, les dossiers qui ont explosé au bout de 10 ans, 20 ans, sont devenus des pépites, voire des licornes, etc., dans leur histoire, ont failli mourir plusieurs fois. Tous. Et ce qui a fait la différence à un instant T, c'est la capacité à l'entrepreneur, grâce à sa résilience, d'y faire face, d'avoir su se faire accompagner, d'avoir eu les bonnes réactions, d'avoir monté la bonne équipe, etc. Donc, résilience, également très très bonne qualité pour être un très bon entrepreneur. Sur ces mots, et au-delà de la résilience, je vais citer Mozart. Mozart disait « L'expérience, c'est la somme des erreurs, donc faites beaucoup d'erreurs, vous aurez beaucoup d'expérience et potentiellement beaucoup d'avenir. » Exactement. Tout à l'heure, on en parlait aussi, non loin de l'introduction, ce que j'ai apprécié, et en même temps, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que justement, ce rôle d'accompagnement, c'est l'apport de vision longue,
ou peut-être même quelquefois de devenir des véritables mentors auprès de ces jeunes pousses. Et c'est exactement ça. Comme je te le disais tout à l'heure, donc être BA, c'est investir et c'est s'investir. Donc, c'est participer au projet. Si tu ne souhaites qu'investir, c'est complètement légitime. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut faire autre chose que BA. Donc, si tu as un patrimoine très important, dans ce cas-là, tu vas sans doute te tourner plus vers des fonds VC et devenir LP, voilà, Limited Partner, ce dont je parlais tout à l'heure. Si tu as des capacités financières plus limitées, tu peux te tourner vers les plateformes de crowdfunding qui vont suivre pour ton compte en fait. Qui est un bon marchepied aussi. Voilà, exactement, qui commence à quelques centaines d'euros, etc. BA, on cherche vraiment en fait à avoir des gens qui apportent quelque chose. Oui. Par rapport à ça, il faut savoir que chez PBA, sur 4 candidatures, on en prend une seule. Hein. Donc la question de moyens financiers, c'est un sujet évidemment, mais là où souvent il y a blocage quelque part dans le recrutement et l'onboarding des membres, c'est des gens qui n'ont pas le profil à apporter quelque chose à des startups. Voilà. Justement sur la logique, on appelle ça flight to quality en anglais, c'est en fait cette sélectivité des investissements qui est justement très très forte. Est-ce que tu pourrais, toi avec ton regard justement très professionnel sur le sujet et d'expert, quelles sont les erreurs d'ailleurs les plus fréquentes que vous observez chez les entrepreneurs qui recherchent des financements ? La première en fait, c'est la question en fait de la profondeur du marché. Ça c'est un risque qu'on peut constater par exemple sur les deep tech. C'est la part du gâteau quoi. C'est aussi la part du gâteau, exactement, parce que tu peux avoir une bonne idée, etc., mais avec un marché qui soit trop étroit, ou alors un marché qui sera là en fait dans 5 ou 10 ans. Hein. C'est ça. Je prends une grosse part sur le gâteau, mais le gâteau est tout petit, ou alors le gâteau est énorme, mais je prends une petite part. Petite part pour commencer, une plus grosse après, exactement. Voilà. Ouais. Mais par rapport à ça, le risque en fait, c'est d'avoir par exemple une équipe constituée principalement d'ingénieurs, avec un focus tech hyper important, où quelque part en fait l'équipe se fait plaisir, s'éclate dans le développement de la solution, etc. Et à se poser la question de se dire derrière quelles sont les applications. Ça c'est une vraie erreur qu'on peut constater parfois. La deuxième, c'est se tromper sur la levée. Donc c'est l'affaire soit trop tôt, soit trop tard. Trop tôt, tu vas manquer quelque part de preuves de marché, donc tu vas rendre compliqué la levée. Trop tard, tu risques d'aboutir à des problématiques de liquidité, de manque de trésorerie et de cash. Un autre sujet sur la levée, c'est la question de l'affaire trop faible ou trop élevée. Trop faible, ça va te conduire en fait à faire plus souvent des levées. Donc dilution du capital. Alors pas à ce niveau-là encore, mais non. Trop souvent justement, si la levée est faible, il n'y a pas vraiment de dilution du capital pour le coup. Mais en fait, ça va conduire les équipes à faire régulièrement, quasiment tous les 6 mois, tous les ans, une levée. Et entre la gestion du courant, le développement, plus les levées avec des équipes de 2, 3, 4 personnes, ça peut conduire à faire exploser en fait le dossier. Trop forte, et là en revanche c'est ton point François-Xavier exactement, si tu es sur une levée trop forte, il y a 2 risques, soit ça te conduit à avoir une valorisation elle-même trop forte, ce qui rend en fait la levée plus compliquée, parce que le BA se dira que la valo est trop forte, donc tu ne pèses pas assez dans le capital, et ça conduira à avoir un problème de valorisation sur la levée suivante. Excuse-moi, je te coupe, ça c'est pas le sujet aussi qui arrive parce que sans arrêt il y a quand même eu cette obsession, alors pendant des années, mais ça commence un peu à changer, justement d'avoir des modèles scalables, c'est-à-dire qu'on lève, et puis de plus en plus fort. Ouais, tout à fait. Non, tu as entièrement raison, mais l'autre sujet, tu vois, sur la question des levées trop élevées, ça va être de se dire, ok, je ne pousse pas au maximum la valorisation, mais quelque part, ça induit en fait un problème de dilution. Il y a ce côté raisonnable en fait, qu'il faut avoir. Voilà, mais si tu es sur une levée élevée et une valorisation relativement faible, le problème, c'est que les porteurs de projets vont rapidement descendre sous le seuil des 50%, et ça, c'est malheureusement une grosse faiblesse sur le dossier. Dernier point sur les levées, c'est avoir un mauvais équilibre entre la part equity et la part en non dilutif, dette. Les BA vont avoir tendance à vouloir que la société se fasse également financer en fait en non dilutif par rapport aux problématiques de non dilution dont tu parlais tout à l'heure. Et surtout, c'est de se dire que en France, on est quand même dans un contexte où les banques sont relativement frileuses en général. Quelque part, un dossier qui viendrait accompagné d'une banque, quelque part, ça pourrait venir rassurer les BA de se dire le dossier finalement, il est quand même relativement bon, etc. malgré des faiblesses qui auraient pu être identifiées de notre part. Et le troisième sujet, un point hyper important, et ça, c'est typiquement quand on me demande un dernier conseil sur des interventions auprès de start-upers, de bien réfléchir et de communiquer sur les hypothèses de sortie des BA.
Un BA, il est là temporairement, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à rester 25 ans dans une société. C'est pas un investissement dans le CAC 40, etc. Il va être là pour 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Pourquoi ? Pour pouvoir réinvestir son cash ensuite sur un nouveau dossier, à nouveau en amorçage. Bon. Et donc là, une fois encore, il n'y a rien d'engageant de la part du porteur de projet. Mais c'est de montrer, on parlait de phase de séduction tout à l'heure. Bien sûr. En phase de séduction, quelque part, montrer au BA que le porteur de projet pense à lui en disant, voilà, quel est l'horizon de temps ? Vous êtes là avec moi pendant combien de temps ? Quel est le moyen de sortir ? Est-ce que c'est une série A ? Est-ce que c'est une série B, etc. Quel est le profil en fait de la personne qui va racheter la part des historiques ? Et ça, c'est hyper important. Voilà. Moi, j'avais une idée derrière la tête, bien entendu. Je ramène ça à la marque aussi. C'est que je pense, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais que trop souvent, les entrepreneurs laissent de côté cette logique de branding ou en tous les cas ne clarifient pas une plateforme de marque aussi dans leur dossier. C'est-à-dire qu'on parle produit, on parle tech et on oublie un peu la marque, sauf que la marque, c'est celle qui reste dans le temps. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, elle reste dans le temps, oui et non, puisqu'en fait, nous, on investit en amorçage. Donc, en fait, entre le moment où la société nous propose une marque et 2, 3, 5 ans plus tard, la marque aura pu évoluer, on pourra facilement pivoter. Il est plus difficile de changer en fait la marque d'un groupe du CAC 40 que la marque d'une start-up évidemment. Donc souvent en fait la marque que nous on constate sur les dossiers, c'est la marque vraiment originelle. Un des inputs que peut apporter un BA justement, c'est la réflexion autour de la marque pour se dire est-ce que la marque elle est alignée à la vision, à l'ambition du projet, etc. Est-ce qu'elle est franco-française, est-ce qu'elle est potentiellement portée sur l'international exactement. Donc typiquement ça c'est un sujet de discussion. C'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est pas quelque chose qu'on peut faire évoluer. En revanche, dans les questions qu'on est amené à poser à un porteur de projet, systématiquement, on va poser la question du pourquoi cette marque ? Quel est le message derrière ? Et maintenant, c'est la question qui fâche. Sans amorçage, il n'y a pas de champion de demain. Dans ce contexte, les business angels français sont-ils assez rapides et audacieux face à la concurrence internationale dans l'investissement early stage ? Alors pour commencer, il n'y a pas de concurrence internationale sur l'early stage. On reste vraiment sur des problématiques nationales, voire même dans certains cas régionales. Oui. La question du financement international se pose en général, et pas systématiquement, mais quand il se pose, c'est plutôt à partir de la série A. Au niveau des BA, moi je dirais que par nature, en fait, ils sont audacieux, puisque investir dans des startups, ça reste très, très dangereux. Il faut savoir que sur une dizaine de dossiers investis, par exemple, tu vas avoir 5 dossiers qui ne dépasseront pas les 5 ans. D'accord ? Donc ça, c'est pour les dossiers qui sont investis par les BA. Il faut savoir que sans BA, on est plutôt à 7 à 8 dossiers. Donc quelque part, le gap entre les 5 et les 7-8 dont je te parle, c'est la valeur ajoutée des BA. Tu vas avoir 2-3 dossiers qui vont vivre leur vie, mais largement en dessous de la roadmap qui avait été envisagée initialement lors de l'investissement. Et tu as 2-3 pépites qui vont faire en fait le succès quelque part du portefeuille du BA. Donc ça demande une grosse part de risque. Tous les BA sont par nature audacieux. Non, mais c'est très intéressant parce que ça prouve bien qu'il y a une forme de défense et ma question est bien entendu provocante sur le sujet. À un moment où justement beaucoup d'entreprises recherchent des financements, mais malgré tout, il ne faut pas chercher des financements pour des financements. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a forcément des secteurs d'activité qui sont peut-être plus prometteurs en France à court et moyen terme. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, quels sont les secteurs qui, selon toi, sont les plus prometteurs actuellement ? Alors nous, on est donc un réseau généraliste, donc on est plutôt agnostique par rapport en fait aux différents secteurs d'activité. Comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est d'avoir une composante innovation au cœur du projet. Aujourd'hui, 80 à 90% de nos dossiers en fait sont autour de l'IA aujourd'hui. Pour répondre à ta question sur les secteurs, on a 2 secteurs qui traditionnellement sont assez forts dans notre deal flow. Ce sont les deep tech et les startups du domaine de la santé. Sportech aussi, non ? Sportech également, mais je dirais qu'on a vraiment 2 majeurs. Donc deep tech, santé. Deep tech et santé. Pourquoi ? Parce que ce sont des dossiers qui sont en général plutôt disruptifs et qui, quelque part, pour nos investisseurs, représentent un bon équilibre entre le risque-prix. Et il y a un fort risque puisqu'on est vraiment en early stage. On est sur des domaines où il y a énormément de réglementation. Autorisation de mise sur le marché, marquage CE, etc., par exemple pour les medtech. Mais face à ça, en contrepartie, on a un très bon retour potentiel sur investissement. D'accord. Et rapide.
Bah non, justement, pas rapide. Pas rapide. Deep Tech et santé, par définition, là, pour le coup, on est plutôt sur du 8-10 ans. On est vraiment sur des développements qui sont assez longs. Certains réseaux, certains BA, par exemple, n'ont pas d'appétence pour la Deep Tech et pour la santé à cause de ça. On est encore compétitif, je rebondis sur... on parle d'IA, on est encore compétitif aujourd'hui sur l'IA, justement, quand on voit les ogres, notamment américains ou indiens, pour parler de ce secteur. Est-ce que la concurrence n'est pas trop forte et nous ne nous assomme pas trop aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore des modèles et il faut y croire, et il faut rester positif? Ah non, mais je suis ultra positif sur le sujet. On a la chance en Europe, mais surtout en France, d'avoir les talents. Et les talents, je parlais tout à l'heure de l'équipe comme étant la force numéro 1 d'un projet. On a les talents, donc on a les projets, on a les startups. Là où on doit faire mieux, voire beaucoup mieux, c'est la question du financement. Ça, c'est un vrai discours, j'adore, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez en France, mais ça ne reste que mon avis. On a les talents. Et donc, il faut investir. Exactement. Donc, on a les talents, l'important, c'est de les garder. Tout à l'heure, je te disais qu'à partir de la CRS, poser la question de l'international. Malheureusement, il est parfois plus facile pour une start-up française, par exemple, de lever des fonds en série A aux US, plutôt que de lever des fonds en Europe ailleurs qu'en France. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Si tu veux, on peut commencer à parler de la question du financement. Mais bien sûr. Qui me tient vraiment à cœur. Allons-y. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est faite. Oui. Il y a plusieurs missions aujourd'hui qui ont été lancées notamment par la French Tech qui fait un super boulot, par des associations type France Digital, France Invest qui font beaucoup de choses, France Angels évidemment pour la partie des BA. Business France aussi. Business France pour l'international, la BPI. Qui joue un rôle clé. Donc là, quelques interrogations, quelques inquiétudes. Par exemple, si on venait à renier les investissements en equity et en non dilutif de la BPI dans le futur. Oui. On a un vrai sujet autour de l'épargne. C'est la question des fonds de pension, par exemple. Aujourd'hui, c'est comment flécher davantage l'épargne massive en France et en Europe vers de l'investissement, et bien évidemment de l'investissement dans l'innovation. C'est la question du... Est-ce que ça passe pas par l'exonération aussi, monsieur, madame, tout le monde, qui a peut-être, je vais dire 200 000 euros d'épargne, et peut-être qu'il a envie de consacrer 50 000 euros, 60 000 euros après tout. Exactement. Donc, au lieu d'investir dans un appartement, il investit dans une boîte, il investit dans l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça? Bien sûr, c'est la question de la fiscalité, c'est la question de la communication. Beaucoup de personnes en fait n'ont même pas idée de la possibilité pour eux de pouvoir investir dans une start-up, soit en direct, soit via des réseaux, soit via des fonds, etc. Oui, ce n'est pas réservé à une élite. Exactement, et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire pas mal de communication autour de ça, lors de conférences, lors de salons, etc., pour promouvoir et faire connaître davantage ces solutions. Mais sur le financement, il y a un sujet aussi qui nous tient à cœur, c'est la question de la fragmentation du marché des capitaux en Europe. Alors là, je sais que la Commission souhaite y travailler, etc., mais l'important sera d'y travailler assez rapidement pour justement éviter de voir nos talents partir à l'étranger, et notamment aux US. On a un autre sujet sur la question du financement en France et en Europe, c'est l'aversion au risque. Et là, je compare surtout par rapport aux US. C'est le rapport à l'entrepreneuriat, c'est le rapport en fait à l'investissement au capital, etc. Donc ça passe par de la pédagogie, ça passe par de l'accompagnement, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est la question aussi de la relation entre les grands groupes et les startups. Là aussi, on constate un écart entre la culture US et la culture européenne. Après, il y a des spin-offs aussi. Ça arrive aussi. Les grandes entreprises, je fais la traduction, le spin-off, c'est la grande entreprise qui va finalement créer ou monter sa propre start-up, ou qui va croire dans une start-up, mais qui va l'intégrer et qui va lui laisser vivre sa vie à côté. Ouais, alors sur le premier point, tu as raison. Donc un développement en interne, etc. Et quelque part, là, pour le coup, il y a moins de problèmes de financement parce que on va dire que le groupe va soutenir la start-up en question. En revanche, pour des start-up externes, oui, il peut y avoir de l'accompagnement, soit des acquisitions, soit du business, de la contractualisation avec la start-up, mais clairement pas suffisamment aujourd'hui. Il y a vraiment un écart, et je reviens à mon point sur la différence culturelle avec les US. Un groupe aux US va, sur un sujet donné, ne pas hésiter à investir dans 5-6 startups ou contractualiser du business avec 5-6 startups et de se dire, dans X années, il en restera 1, 2 ou 3. En France, on a plutôt la culture d'avancer avec la startup parfaite, qui n'existe pas par définition, et avec les problématiques de risque qui font que le dossier pourrait ne pas aboutir. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal. Et là encore, je reviens sur ce que fait la French Tech, qui est assez top, qui a lancé un programme qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui va regrouper des centaines de grands groupes français et à terme européens,
pour que ces grands groupes investissent soit financièrement dans les startups en question, soit contractualisent en fait avec elles et puis les portent dans leur croissance future. Allez, une avant-dernière question. Le temps passe hyper vite, toujours dans l'observation aussi des évolutions sociétales. Je pense qu'il y a quelque chose aussi autour des marques. Comment aujourd'hui favoriser une meilleure diversité ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des profils, on a des genres, on a des parcours. Parmi peut-être d'ailleurs les business angels ou les startups qui sont financés, comment aujourd'hui vous arrivez justement à mixer tous ces aspects de profils différents? Comme je disais, donc PBA, nous sommes un réseau généraliste. Donc au niveau des startups et au niveau de nos membres, on a vocation à avoir des profils qui soient variés, diversifiés, etc. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est satisfait de la situation actuelle ? Évidemment pas. On peut toujours mieux faire, voire beaucoup mieux. C'est notamment la question des femmes aujourd'hui, par exemple. Donc à la fois côté investisseuse, donc membre BA, et à la fois côté fondatrice. Et ça, c'est pas un problème qu'on va résoudre tout seul. Il faut vraiment agir. Il faut peut-être du temps aussi. Il faut du temps, il faut la conviction, il faut communiquer, il faut porter les projets. On sait très bien qu'on ne va pas avoir une génération spontanée de nouvelles fondatrices, etc. En revanche, ce qui est important, c'est de montrer à quel point on est bienveillant et en support et en soutien pour ce type de projet. Ce dont je suis très très fier, c'est que pour revenir sur les investisseuses, en l'espace de 1 an, on est passé de 10% d'investisseuses chez PBA à 20%. Alors, on n'est pas encore à la parité, mais on va dans le bon sens. Oui. Et au niveau des fondatrices, on essaie vraiment de porter cette cause. On a notamment noué un partenariat avec Women in Tech, par exemple, parce que le faire, c'est important. Bien le sûr. Faire savoir, ça l'est tout autant. Encore donc, plus. Montrer à quel point, en fait, on a ce projet au sein du réseau et dans notre ADN. Et ce sur quoi j'insiste à chaque fois, c'est dire que la question, par exemple, de la mixité, c'est surtout pas le sujet des femmes. C'est pas les femmes toutes seules qui vont régler le sujet. C'est avec les hommes. On a signé une tribune. C'est quand même une question de profil. C'est une question de profil. Et puis bon, après, il faut savoir qu'on a affaire à des problèmes qui sont assez lourds. Il faut remonter aussi à l'éducation, parce que les fondatrices, il y a peu de fondatrices, parce qu'il y a aussi peu de femmes ingénieures. Ma fille est dans une école d'ingénieurs, il y a 10 à 15% de femmes dans l'école. Donc, il n'y aura pas non plus 60% de start-upeuses d'ici à quelques années. Donc, je pense qu'il y a des actions à court terme, des actions à plus long terme. En revanche, tout le monde doit y prendre sa part. Oui. Pour faire bouger les choses. Et après, je pense que c'est aussi la force de l'écosystème de l'innovation. Pour traiter le sujet, moi, j'aime bien parler de l'exemple du Fun Truck. Je ne sais pas si tu le connais, François-Xavier. Donc, c'est une compétition de pitch organisée par Madines. Tout à fait. C'est le plus grand concours de pitch en France. Et d'ailleurs, ça couvre aussi la Belgique. Et donc, Fun Truck, pourquoi ? En fait, il y a vraiment en fait, un camion qui va faire des milliers de kilomètres en France et en Belgique, aller en fait dans le monde rural, parce que la diversité, c'est aussi ça. C'est pas aller chercher que les startups des grandes mégalopoles. Absolument. Qui va aller dans les quartiers défavorisés, parce que ou populaires, tout ou simplement. Populaires, voilà. Bien et sûr. Donc vraiment offrir l'opportunité à tous les start-upers de lancer leurs projets, etc. Ouais. Et moi, à titre personnel, je fais partie en fait du jury Fun Truck, et donc on va. C'est une très belle initiative. Et c'est une très belle initiative. Oui. Et après, que le meilleur gagne. Bien sûr. Donc, bien sûr. Je pense qu'il faut supporter les projets qui sont les meilleurs, quel que soit le profil. Et ça, voilà. Je pense qu'on y arrivera en travaillant tous ensemble. Donc, travailler tous ensemble, et si la détermination, parce que je pense qu'on peut venir de n'importe quel secteur ou de n'importe quel milieu social. Exactement. Aussi, c'est la détermination. Exactement. Qui va faire, je pense, la différence. Exactement. Véritablement. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais bien entendu, j'ai quand même une dernière question, et cette fois-ci, elle est plus personnelle. Quel est ton rapport, Olivier, à la marque au quotidien? Est-ce que tu donnes de l'importance aux marques et puis, pourquoi pas, tiens, quelles sont tes marques favorites? Allez. Alors là, tu me poses une colle, parce que j'en ai quelques-unes, et je ne vais pas forcément me lancer sur les marques favorites, mais pour répondre à ta question, je dirais que comme tout un chacun, effectivement, les marques sont importantes pour moi. Elles viennent pour partie structurer mes choix, que ce soit autour de la technologie, autour de l'alimentation, autour des services. Alors, ce qui est important, c'est de dire que je ne choisis pas les marques que pour leur notoriété seule. Je pense que ça, c'est important de le préciser. Elles m'intéressent avant tout pour leur valeur réelle, ce qu'elles apportent. Et pour moi, je dirais qu'une marque forte, c'est celle qui va tenir sa promesse. Ça, c'est hyper important. Le retour client, et d'établir une relation de confiance justement avec le customer, avec le client, etc. Puisqu'en fait, pour moi, une bonne marque, c'est une marque qui va être une bonne marque sur la durée. Voilà.
Et donc, quelle est ta marque favorite ? Je suis supporter de Paris, donc je vais dire le PSG. Allez, Paris est magique. Et tant pis, on a perdu la moitié de notre audience dans le sud de la France. Alors, pour la petite histoire, on a annoncé un partenariat en fin d'année dernière avec Provence Angels. Donc, également un réseau national, mais basé dans le sud-est, comme ça l'indique. Et donc, ça rééquilibre complètement le sujet. En tous les cas, merci Olivier Barou. Ça a beaucoup éclairé la vision sur la logique billet, business angel, investissement. Je pense que ça peut donner aussi énormément de clés à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui veulent potentiellement se lancer demain et pourquoi pas lever des fonds. Merci encore François-Xavier pour ton invitation. J'ai vraiment très, très apprécié l'échange, assez ouvert, assez transparent. Et j'espère avoir pu communiquer, expliquer un petit peu l'activité DBA, plus particulièrement celle de PBA. Et j'espère qu'on continuera sur une autre discussion tous les deux nous reverrons d'ici à quelques mois. Absolument. Voilà. Merci Olivier, merci. Avant de se quitter, je rappelle l'adresse www.toutattaché.parisbusinessangel avec un s.com pour s'informer et entrer en contact rapidement avec l'équipe. Peut-être une précision par rapport à ça, François-Xavier, si tu me le permets. Donc préciser que sur le site, il y a la possibilité en fait pour des investisseurs potentiels qui souhaiteraient nous rejoindre, justement à voir comment fonctionne en fait la communauté des DBA. Et pour les start-upers qui souhaitent lever des fonds, là aussi on explique tout le process. On parlait des 3 mois tout à l'heure. Exactement. Comment se structurent les 3 mois et comment déposer le dossier. Tout est expliqué. Et peut-être signaler également notre page LinkedIn, puisqu'en fait le website est plutôt en fait sur le structurel, on va dire. Absolument. En revanche, sur l'activité, les événements du réseau, ça se trouve davantage sur notre page LinkedIn. Eh bien, merci pour ces précisions. Moi, en tous les cas, je tiens aussi à vous remercier, chers amis. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur les plateformes audio streaming. Et n'hésitez pas surtout à partager et à commenter. C'est très, très important. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.